Salut les zouzous! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va répondre aux questions que se passe-t-il après la mort et avant? Et donc, on va parler de réincarnation. Donc là, mon gros kiff quand je vous fais mes vidéos, c'est de vous parler de certains sujets assez mystérieux, mystiques, spirituels, etc. Mais en vous partageant véritablement mon expérience, mais aussi ce que je peux trouver en termes d'expérience d'autres personnes qui, pour moi, confirment mes propres croyances. Bien sûr, comme d'habitude, gardez votre libre arbitre, ce n'est que mes croyances, mon expérience. Si ça résonne en vous, tant mieux. Si ça résonne pas, c'est pas grave, on s'en fout. Je suis pas là pour vous convaincre, je suis juste là pour partager. Ça fait juste plaisir de rencontrer des gens qui partagent les mêmes croyances que moi et avec qui on peut échanger dans les commentaires ou, je rappelle, sur Insta, TikTok, @ama.divina. Et si vous aimez tout ce que je vous partage, n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir. Alors ouais, depuis tout à l'heure, je regarde de l'autre côté comme si la caméra était là-bas, alors que pas du tout. La réincarnation, donc retour dans la chair, désigne un processus de survivance après la mort, par lequel un certain principe individuel et immatériel, donc par exemple âme, substance vitale, énergie, esprit, conscience individuelle, accomplirait des passages de vie successifs dans différents corps, humains, animaux ou végétaux selon les théories. Alors, moi, il y a deux faits qui expliquent pourquoi je crois personnellement à la réincarnation. La première, ça vient de ma culture d'origine, donc il faut savoir que j'ai des origines vietnamiennes et indiennes. Même si dans ma famille, il n'y a pas de pratique ou quoi que ce soit, c'est vrai que on a quand même une forte culture influencée par le bouddhisme. Et depuis mon plus jeune âge, ça a toujours été donc une option que la réincarnation. Mes parents m'en ont toujours parlé, mais comme une possibilité. Je me souviens que je me disais, ça se trouve, je vais être cette petite fourmi plus tard, etc. Donc c'est quelque chose vraiment qui m'a jamais choquée. Mais c'est vrai que dans la plupart des pays asiatiques, c'est vraiment quelque chose. Je voulais vous partager une tradition qui se fait en Thaïlande avec un exemple en particulier. C'est l'histoire d'une femme qui, au chevet de sa mort, voulait se réincarner en garçon. Donc c'est ce qu'elle a dit à sa fille. Et au moment de son décès, sa fille lui a marqué la nuque avec une pâte blanche pour pouvoir ainsi reconnaître sa mère à sa prochaine réincarnation. Et quelques années plus tard, cette fille, du coup, est tombée enceinte d'un petit garçon qui avait très étonnamment cette marque blanche. Et des histoires comme ça, il y en a vraiment des tonnes un peu partout dans le monde, mais ce qui est vraiment très étonnant, c'est qu'au moment où, en fait, les personnes se souviennent du marquage, du lien en question, les différentes marques peuvent disparaître. Donc c'est ça qui est assez fou, en fait, dans toutes ces histoires. Donc là, je vous ai parlé de ma culture aux influences bouddhistes, mais il faut savoir que c'est quelque chose qui est vraiment ancestral et qui existe dans de tonnes de différentes cultures et croyances. Donc pour vous en citer quelques-unes sans rentrer dans les détails, la réincarnation existe dans l'hindouisme, dans le Wicca, dans le judaïsme. Et souvent, on me demande dans mes différents contenus si c'est possible d'être dans la religion et dans la spiritualité. Eh bien, sachez en tout cas que concernant la réincarnation, il y a des courants anciens du christianisme qui en parlent et des courants minoritaires dans l'islam également. Et la deuxième raison pour laquelle je crois personnellement en la réincarnation est tout simplement mon expérience de flamme jumelle. Donc pour les personnes qui arrivent tout juste sur mon contenu, brièvement, l'histoire des flammes jumelles, c'est un œuf cosmique donc à la création qui a été scindé en deux et a donc provoqué deux blessures originales pour chaque partie d'âme. Donc en principe, la blessure d'abandon d'un côté et la blessure de rejet de l'autre. Et donc ces deux parts de la même âme, avant de se retrouver sur Terre, elles se sont réincarnées des milliers et des milliers et des milliers de fois, en général sans jamais se croiser, pour pouvoir expérimenter la dualité sur Terre et ainsi découvrir différentes choses pour guérir leurs blessures originelles. Guérir la blessure originelle permet de transcender donc cette dualité qui existe ici sur Terre et donc de devenir unité. Alors bon, personnellement, je peux pas me souvenir de mes milliers d'années, mais en tout cas, je me suis réincarnée ici, en choisissant très spécifiquement ma famille, dont ma maman. Pourquoi? Parce qu'à travers son héritage et sa personnalité, elle allait pouvoir réactiver ma blessure de l'abandon. Et pour mon autre, c'est exactement la même chose. À travers sa famille et donc sa maman, sa blessure de rejet a été réactivée. Et comment j'ai su ça? Eh bien, c'est tout simplement en lisant des informations sur les flammes jumelles. Si vous voulez, j'ai retrouvé mon portrait exact qui a été écrit quelque part, mais avec notamment le portrait exact de ma maman. Et pareil pour mon autre. Donc c'est là où je me suis dit, il n'y a vraiment pas de hasard. Et quand j'ai retracé un peu tout mon parcours personnel et tout ce que je peux traverser encore aujourd'hui, ça fait vraiment sens. Donc bien évidemment, c'est pour ça que je crois en la réincarnation. Les enfants. Alors j'ai fait cette expérience et je vous invite vraiment à le faire, à aller discuter avec un petit enfant de 2 à 4 ans et de lui demander « Dis-moi, t'étais où avant la naissance? Est-ce que tu t'en souviens ?» Et vous verrez, les réponses peuvent être très surprenantes. Et ce que je vous partage là, en fait, il y a vraiment une personne, donc un professeur et psychiatre, qui s'appelle Ian Stevenson et qui a concentré
40 ans de sa carrière à étudier des enfants qui prétendaient se souvenir de leur vie antérieure. En gros, ce qui se passait, c'est qu'aux États-Unis, voilà, il y avait certains enfants qui, dès leur plus jeune âge, disaient à leurs parents « Ah, ça me manque de faire ci, de faire ça, ramène-moi à ma maison, s'il te plaît, j'ai envie de voir ma vraie maman » et ce genre de choses, et des informations très précises et très vintage. Voilà, par exemple, « Ah, ça me manque l'époque où je faisais des claquettes » ou ce genre de choses. Ce sont vraiment des choses... où en tant que parent, tu te demandes mais comment ton enfant sait ça, pourquoi il s'intéresse à ça, enfin c'est vraiment étrange. Et donc du coup, ces parents se questionnaient, curieux et un peu inquiétés aussi de ce qui se passait pour leur enfant, se retournaient vers Ian Stevenson pour comprendre un peu ce qui se passait, est-ce que c'est vraiment vrai, leur histoire de vie antérieure, quand leur enfant prétend d'avoir été pilote, qui est décédé lors d'un crash au Japon, enfin des choses vraiment très précises et particulières. Et donc Ian Stevenson a étudié 210 enfants qui prétendaient se souvenir de leur vie intérieure. Il a vraiment voulu avoir une approche scientifique et non pas basée sur de simples croyances. Donc c'est-à-dire que voilà, dans un premier temps, il collectait toutes les informations de l'enfant. S'il y avait assez de détails, il faisait ses propres recherches pour voir est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de réel qui existe par rapport à ces faits qui ont été relatés par les enfants. Et si c'était le cas, il allait rencontrer l'enfant et lui faire passer différents tests, par exemple en montrant différentes maisons et en lui disant « laquelle est ton vrai chez toi ?» Et à chaque fois, en fait, ces enfants répondaient de manière hyper juste. Ils voulaient vraiment que la science ouvre ses portes à la réincarnation, en fait. Ils tentaient de les piéger également, etc. Et les enfants avaient toujours la bonne réponse. Et une fois que les enfants répondaient exactement à toutes ces questions, Ian Stevenson cherchait à rentrer en contact avec la famille qui était rattachée à la vie antérieure de ces enfants. Et il y avait une rencontre du coup entre la famille du défunt et l'enfant en question. Et ce qui est très surprenant à chaque fois, c'est que l'enfant, en rentrant dans la maison, est capable de dire telle ou telle chose a changé. En regardant les photos de famille, l'enfant reconnaît tout de suite « Ah bah ça c'est mon ex-femme, tatati tatata ». Vraiment des détails très précis et surprenants. Et en plus de ça, il s'avère que certains enfants pouvaient avoir des marques de naissance qui étaient en corrélation parfaite avec des blessures que les personnes décédées pouvaient avoir. Par exemple, il y a eu 43 cas sur 49 dans lesquels il a été possible d'avoir un rapport médical post-mortem qui montrait une corrélation entre les personnes décédées et une marque de naissance de l'enfant. Donc voilà, je trouve ça assez dingue. N'hésitez pas à regarder différentes ressources à ce sujet. Il y a notamment la série documentaire sur Netflix Survivre après la mort qui va retracer un peu tout ce que je vais vous partager. C'est vraiment hyper fascinant. Donc malgré tous ces efforts, Ian Stevenson a prouvé les choses, à faire de sorte à ce qu'il y ait une approche scientifique. Ses travaux ont été très critiqués. Néanmoins, il faut savoir que bien que critiqués, ces résultats n'ont jamais pu être toutefois réfutés. Ian Stevenson est malheureusement décédé en 2007. Ce serait hyper fort en fait que du coup il se réincarne et prouve lui-même qu'il était Ian Stevenson. Ce serait un truc de ouf. L'hypnose de régression. L'hypnose régressive ou hypnose de régression ne correspond pas vraiment à une technique particulière d'hypnose, c'est plus une famille de protocoles qui permettent de remonter dans le passé, réel ou imaginaire du sujet. Il est ainsi possible de revenir à certaines périodes de vie, soit en tant qu'observateur, soit en les vivant à nouveau sous hypnose. Dans le second cas, l'expérience sera plus forte car les émotions associées aux souvenirs seront vécues à nouveau. C'est donc pour ça qu'il faut faire un peu attention avec ces différentes pratiques. En tout cas, adressez-vous à des personnes en qui vous avez véritablement confiance. Donc en gros, pourquoi ça existe, l'hypnose de régression? Ça permet tout simplement à des personnes de revivre des choses passées, donc comme on a dit, réelles ou pas, on ne saura pas vraiment, de vie intérieure ou de cette vie-là, afin de pouvoir guérir certaines blessures qui nous suivent et qui nous suivent également parfois de notre héritage familial. Parce qu'en fait, sans s'en rendre compte, on a des espèces de processus, d'habitudes qui nous viennent de notre passé, parfois de notre héritage familial ou même d'une vie antérieure. Donc selon Louisanne Venn Landry, qui est en gros une directrice d'une école de kinésiologie et d'hypnose de régression, la mission en tant qu'être humain est tout simplement de nous aimer. Parce qu'en fait, nous sommes blessés depuis tellement longtemps qu'il s'agisse de cette vie ou de vie antérieure, que nous répétons sans cesse des mêmes schémas qui nous blessent encore et encore et encore, jusqu'à que nous ayons appris la leçon que ces événements doivent nous enseigner. Donc là, vous voyez, ça rejoint totalement ce que j'essaie de faire à travers mes vidéos ou à travers mes coachings, etc. C'est vraiment pour moi la réponse à tous les maux de la planète, sans rire, hein, vraiment tous les maux, c'est l'amour de soi. Voilà, on a le contrôle sur une seule chose dans cette vie, c'est nous-mêmes. Donc si nous-mêmes déjà on est capable de s'aimer inconditionnellement, c'est seulement là qu'on sera capable d'aimer inconditionnellement les autres et donc de faire de bons choix pour tout le monde. Mais ça, c'est compliqué tant qu'on ne fait pas un travail en conscience sur nos blessures, sur notre ego, tant qu'on n'enlève pas tous nos différents masques qu'on porte depuis très longtemps et dont on n'a même pas conscience.
C'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais voilà, pour petit rappel, je propose des coachings en amour de soi et j'accompagne les personnes aussi dans leur parcours spirituel et notamment de flammes jumelles. Donc je vais mettre tout ça dans la description si jamais ça vous intéresse. Alors mon avis personnel sur l'hypnose de régression, je peux pas vous dire. J'ai juste vu une vidéo de Sadhguru qui disait que déjà en tant qu'humain, on a du mal à gérer notre vie là. Donc aller se projeter dans des vies antérieures, pourquoi faire? Alors je le comprends tout à fait, mais je comprends aussi tout à fait les personnes autour de moi qui ont pu aller dans leur vie antérieure et peut-être que je le ferai plus tard. Moi, comme d'habitude, je vais vous parler de ce que je connais. J'ai longtemps été réfractaire de l'hypnose, non pas parce que je n'y croyais pas, mais parce que j'avais peur, voilà, de ce qu'on pouvait faire sur moi. Bon, étant donné qu'à l'époque j'étais une grande control freak, forcément c'est pas quelque chose qui pouvait me mettre à l'aise. Et je vous assure que quand j'ai eu des problèmes de santé, et qu'on m'a redirigée vers une hypnothérapeute qui aujourd'hui est toujours mon hypnothérapeute que j'adore. Des bisous si vous passez par là. Je vous assure que c'est incroyable. Il se passe vraiment quelque chose, qu'on vient travailler dans le subconscient. Dans mon cas en tout cas, je trouve que les techniques de thérapie courte sont vraiment plus puissantes que la psychothérapie classique. Mais c'est mon expérience comme d'habitude, je ne juge personne. Les expériences de mort imminente. C'est un ensemble de phénomènes sensoriels non expliqués que peuvent ressentir certaines personnes plongées dans un coma profond ou en mort clinique. Donc ça, pareil, c'est hyper fascinant et j'ai eu la chance de rencontrer une personne qui a vécu une expérience de mort imminente et qui en avait parlé dans mon ancienne activité. Mais ça, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. De très nombreux cas ont été recensés internationalement depuis très longtemps et ça ne s'arrête jamais. Peu importe la culture, peu importe les croyances de la personne, peu importe l'accident, il y a vraiment un même schéma qui se répète pour toutes ces personnes qui vivent cette expérience de mort imminente. Donc en général, ces personnes disent qu'elles quittent leur corps, elles voient de la lumière, des personnes qui sont remplies d'amour, qui envoient vraiment des énergies très hautes et très chaudes, elles se sentent aimées et en même temps, en ayant quitté leur corps, elles ont la capacité de voir leur corps physique en état de mort, clairement. Et elles expliquent également qu'elles perdent toute notion du temps, tout semble très accéléré et tout leur sens semble beaucoup plus vivide. Et toutes ces personnes, une fois qu'elles sont réveillées et qu'elles reprennent possession de leur corps, disent qu'il y a vraiment un gros changement et d'ailleurs qu'il y a de très grosses difficultés à vivre ici finalement, à reprendre une vie normale quand tu as expérimenté quelque chose de plus puissant et plus merveilleux qui te prouve que finalement tout ce qui existait jusque-là, c'était pas cotis. Des premières collectes d'informations au sujet de ces expériences, donc ça date de 1892, et c'est un alpiniste, Albert Heim, qui en faisant une chute assez dangereuse dans les montagnes, a vécu cette expérience incroyable de mort imminente et il a été fasciné parce qu'il avait pas du tout peur. Il vivait tout ce que je vous ai décrit précédemment. En se réveillant, il s'est demandé est-ce que d'autres personnes ont vécu la même chose que moi, donc il a contacté un peu tous ses collègues alpinistes et c'est comme ça qu'il a pu se rendre compte qu'il y avait 30 cas similaires autour de lui. Donc il faut savoir que c'est un sujet sur lequel de nombreux scientifiques se sont penchés. Et en gros, jusque-là, tout ce qu'ils ont pu dire, c'est que l'être humain, la science, base absolument tout sur le cerveau. Nos croyances jusque-là étaient de dire que si le cerveau ne fonctionne pas, il n'y a pas de conscience et plus rien ne peut fonctionner. Mais ces expériences justement de mort imminente ont prouvé au contraire qu'il pouvait avoir une expansion de la conscience même quand le cerveau était complètement dead. Il y a donc une possibilité que quelque chose d'humain survive après la mort. Enfin, je vais vous parler d'une dernière chose qui montre quelque part l'existence d'une vie après la mort. Il s'agit des médiums. Alors, si vous faites vos petites recherches, vous allez trouver des tonnes d'informations sur les médiums. Je vais juste vous parler d'un exemple en particulier qui a complètement résonné en moi. Et il y a 1 an en arrière, j'ai vu un film et ça m'a vraiment impactée, soulagée. Enfin, ça a totalement fait écho en moi et ce film s'appelle Nosso Lar, Notre Demeure. C'est l'adaptation du livre de Chico Xavier, qui est le médium brésilien le plus célèbre et prolifique du XXe siècle. Et tellement qu'après sa mort en 2002, le Brésil a officiellement reconnu son rôle dans le développement spirituel du pays. Donc en gros, Chico Xavier, c'est quelqu'un. Je vais pas vous spoiler le film et je vais vous mettre un lien en description où vous allez pouvoir le voir. Mais en gros, c'est l'histoire d'André Luiz, qui est une personne qui malheureusement est décédée et découvre tout ce qui se passe après la mort et notamment la phase intermédiaire avant d'aller au ciel. Ce livre a été écrit par André Luiz, mais au travers la médiumnité de Chico Xavier. Donc en gros, Chico Xavier a juste prêté son corps pour que André Luiz, décédé, écrive cette histoire.
Et je vais quand même rajouter dans cette catégorie ma petite expérience personnelle. Je vous ferai clairement une vidéo dédiée aux capacités psychiques, mais dès lors que vous êtes capable de ressentir des choses qui s'avèrent être vraies par la suite alors qu'il y avait zéro possibilité que vous soyez au courant de tout cela, dès lors qu'avec votre simple énergie vous êtes capable de guérir les autres, dès lors que des objets que vous avez bien pris le temps de détruire, de jeter, réapparaissent 3 semaines après en parfait état, votre esprit s'ouvre énormément et vous laisse penser qu'il se passe des choses dont nous ne sommes pas vraiment au courant. Donc voilà pourquoi je crois en la réincarnation, voilà pourquoi je crois en énormément de choses. Et si on prend du temps, 5 minutes, est-ce que c'est pas naïf de croire qu'il y a juste notre vie humaine qui se passe? On va à l'école, on grandit, on trouve un boulot, on se marie, l'amour, la maison et ciao. Quand vous regardez 5 minutes, l'univers, toutes les galaxies, toutes les planètes, c'est pas naïf de croire qu'il y a juste ce qu'on connaît jusque-là? Comme d'habitude, gardez votre libre arbitre, prenez que ce qui résonne en vous. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires de cette vidéo si vous voulez que je vous crée une vidéo où je rentre un peu plus dans le détail, donc du coup de la réincarnation, de ma théorie et de ce que j'ai pu retrouver aussi sur combien de vies on peut avoir, comment on se réincarne, pourquoi on se réincarne, est-ce qu'on se réincarne juste en humain, et ce genre de choses. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse. Et comme d'habitude, pour soutien, suivez-moi sur Insta, c'est pour avoir du contenu sur ma life et ce que je vous partage un peu plus au quotidien. Le TikTok, je vous partage plein de choses sur la spiritualité, amour de soi, etc. Enfin, c'est vraiment là, ça y va à l'appel, ça va au feeling, il n'y a pas une thématique sur laquelle je me rattache toute la semaine. Et bien sûr sur TikTok on fait des lives entre papillons de lumière et on parle entre nous. Et YouTube, voilà, c'est pour vous partager du contenu un peu plus poussé sur un sujet spécifique. Donc je vous remercie à tous et à toutes d'être aussi nombreux et nombreuses. Prenez bien soin de votre lumière et je vous fais des gros bisous et je vous aime fort et à bientôt. Ciao ciao!